contre vents et marées, M. Faure Gnassingbé a fait un passage en force avec son projet de nouvelle constitution en utilisant des députés qui étaient en fin de mandat. Vous l'avez annoncé dans mon annonce publicitaire pour ce live. Je vous disais donc qu'aujourd'hui, je reçois un invité spécial, un invité que vous tous vous connaissez très bien, parce que c'est un géant de l'information, et il s'agit de Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté, que donc vous tous vous connaissez, et avec lui nous allons débattre de certains sujets qui ont cours au Togo. Donc voilà. Bonsoir mon ami Ferdinand. Bonsoir doyen Ali et bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Bonsoir. Vous voulez venir en vidéo? Je ne sais pas comment le faire, mais je reste là comme ça en attendant. Ok. D'accord. Bien, pour commencer, comme je le disais, tout le monde vous connaît, surtout les Togolais du Togo et les Togolais de la diaspora vous connaissent très bien pour votre travail. Vous êtes un journaliste d'investigation de renom et en raison de votre travail, vous avez reçu plusieurs prix. Donc pour vous récompenser pour ce travail énorme que vous abattez pour le Togo. Mais ayant eu divers problèmes avec le régime dictatorial du Togo, vous êtes obligé d'aller en exil. Donc actuellement, vous vivez en exil avec votre femme et vos enfants. Donc ce soir, nous allons débattre de 3 sujets principaux. Le premier sujet que nous aurons à décortiquer, c'est la déclaration des évêques du Togo. Donc, notre premier sujet concernera la déclaration des évêques du Togo. Ensuite, le deuxième sujet au menu, c'est l'augmentation du prix de l'électricité. Et après, le dernier sujet qu'on abordera, c'est l'arrestation de l'artiste Amron. Mon cher Ferdinand, encore une fois, comment vous vous portez? Alors, doyen, je vais très bien. Je tiens personnellement à vous remercier pour cette invitation. C'est vrai que ma présence dans les lives se fait de plus en plus rare, exceptionnellement pour le respect que j'ai pour le doyen, son parcours, comment il nous inspire. Et j'ai accepté venir dans ce live-là pour débattre et échanger avec vous. Je tiens personnellement à vous remercier parce que vous êtes, beaucoup de jeunes ne le savent pas, vous êtes une des références pour nous les jeunes. Je l'ai dit tantôt, de par votre parcours, votre engagement, votre ténacité, malgré l'âge. Vous continuez par vous battre pour ce pays-là. Je pense qu'il y a de cela 5 ans, j'étais passé à Bremen, on s'est vu. J'ai eu même l'honneur de passer à votre domicile. On a beaucoup échangé, j'ai vu votre femme et les enfants. Et quand je suis arrivé là où je suis, quand j'ai quitté le Togo précipitamment, vous étiez une des rares personnes à découvrir là où je me cachais quand je suis arrivé à mon lieu d'exil, et nous avons partagé quelques moments ensemble avant que vous ne retourniez en Allemagne. Je tiens sincèrement à vous remercier et c'est un honneur pour moi de venir débattre dans votre émission, dans votre live, et merci pour l'invitation. Merci doyen. Ferdinand, c'est plutôt moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites d'avoir accepté mon invitation.
Et c'est un grand honneur parce que je ne vous ai jamais vu aller chez quelqu'un d'autre débattre d'un sujet, et puisque vous faites vous-même vos lives et nous tous, lorsque nous avons le temps, nous venons vous écouter et des gens vous posent des questions. Donc, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Et merci. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer le premier sujet de notre entretien. Donc, cela concerne la déclaration des évêques du Togo. Et je vais, avant de vous poser la question, je vais dire ceci. Je vais lire une partie de ce que les évêques ont écrit dans leur mémorandum. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Donc, frère Ferdinand, en 2024, les évêques avaient appelé fort à surseoir à son projet d'une nouvelle constitution. Un an plus tard, ils décrivent un pays au bord de l'implosion. Que pensez-vous de leur message? Est-ce qu'ils seront cette fois-ci entendus? Merci beaucoup, doyen. D'abord, il faut saluer cette sortie de la conférence épiscopale. Déjà, il faut savoir que l'Église catholique est l'une des églises les plus organisées. Et généralement, chez nous en Afrique, où elle est sérieusement implantée, dans les pays où elle est sérieusement implantée, vous avez plus d'églises dans nos villages, dans nos localités, que de commissariats de gendarmerie. En réalité, les premières personnes à toucher du doigt les conditions difficiles des populations ou les conditions précaires, ce sont les prêtres. Parce que vous aurez au fin fond, je ne sais pas, de Djarpanga ou à Dapan ou à Naki-Est, vous verrez une église, mais vous ne verrez pas de brigade de gendarmerie, vous ne verrez pas de commissariat. Donc les prêtres ou les religieux sont les personnes qui sont les plus proches des populations. Et quand les gens viennent à l'église les dimanches et qui ne cotisent pas assez, c'est eux qui le savent. Quand les gens ont des difficultés dans des milieux où il y a beaucoup de chrétiens, c'est aux prêtres ou aux pasteurs qu'on va se confier. Et donc, ces gens-là, ils sont quand même les plus indiqués pour savoir comment se porte notre pays. Et les prêtres, vous le savez, sur chaque paroisse, ils remontent des informations à leur hiérarchie. C'est-à-dire, tous les prêtres remontent des informations à l'évêque, l'évêque remonte les informations à l'archevêque, et l'archevêque remonte des informations, en tout cas, les informations les plus nécessaires à Rome. C'est pour ça qu'on dit que le Vatican est le plus petit État, mais le plus informé au monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs chefs d'État, y compris surtout les chefs d'État américains, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils vont à Rome pour s'entretenir avec le pape. Et donc, cette sortie de l'Église catholique est à saluer. Et comme il y a de cela un an, ils avaient déjà attiré l'attention de M. Faure-Gnassingbé sur le danger de son projet de renversement de la Constitution et de la mise en place de sa 5e République qui allait entraîner le pays vers des lendemains incertains. Mais Faure-Gnassingbé, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui pense que il a le droit de vie et de mort sur tout ce qui existe au Togo. Nous sommes ses sujets. Tout à fait. Il n'a d'égard pour personne, ni pour les religieux, ni pour les imams. C'est sa parole qui prime sur tout le monde. Oui. Il ne les a pas entendus. Il s'est même fâché du fait que l'Église s'est permis de donner un avis sur le processus politique dans le pays. Vous savez que depuis 2010, je crois, ils ont interdit à l'Église catholique de déployer des observateurs pour les élections. Alors que généralement,
l'Église catholique, puisqu'elle est suffisamment bien implantée dans le pays, a une commission, ou a une commission ou bien une section, et elle déploie les observateurs indépendants pour observer les élections. Mais comme ils savent que, généralement, c'est des observateurs indépendants, ils donneront un autre avis que celui de leurs propres observateurs ou celui de l'Église. Et depuis, ils ont interdit à l'Église catholique de déployer des observateurs lors des élections. Et donc, contre vents et marées, M. Faure Gnassingbé a fait un passage en force avec son projet de nouvelle constitution, en utilisant des députés qui étaient en fin de mandat pour voter une nouvelle constitution à la va-vite, parce que je dis à la va-vite parce qu'aujourd'hui, on est en train d'observer tous les déchets qui sont dans la nouvelle constitution. Pas plus que hier, un ami qui est allé à Edi Togo, à Lomé, m'a envoyé une page de la nouvelle constitution qui est déjà en vente. Et donc, on suppose que c'est la constitution qui a été publiée dans le journal officiel. C'est pour ça que Edi Togo l'a édité pour le vendre aux populations. Et dans cette nouvelle constitution qui est déjà en circulation, on voit que à l'article 60, je pourrais vous envoyer la capture, on continue par appeler M. Faure Gnassingbé le président du Conseil des ministres. Dans leur propre constitution, c'est-à-dire, quand ils ont voté la constitution de façon précipitée, ils ont dû la toiletter encore pour enlever toutes les parties où on disait président du Conseil des ministres, pour laisser juste le président du Conseil. En le toilettant, il y a certains articles qui leur ont échappé. Et ils ont édité ça comme ça et ils ont mis ça en circulation. Je peux vous envoyer une capture d'écran pendant qu'on parle, vous pouvez le projeter, je ne sais pas comment le faire, pour que les gens voient ce que je suis en train de dire. Donnez-moi juste une seconde, et je vous l'envoie. Tu peux me l'envoyer dans mon WhatsApp. Ah oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je fais tout de suite là. Le doyen. Ok. C'est envoyé. Vous pouvez le projeter, tout le monde peut voir ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Et là où c'est souligné en vert. Oui, c'est ça, c'est l'article 60. Regardez ce qui est écrit. Vous pouvez le projeter si c'est possible de le projeter. Mais voilà. Oh, ça ne se fait pas voir. Hein. Bon, je vais le lire. Oui, c'est ça. Oui. Article 60. Les magistrats du siège sont nommés par le président du Conseil sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le président du Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Quelle est cette littérature-là? Ça, c'est dans la Constitution qui est déjà en circulation. Et ils n'ont pas pu enlever cette partie où on continue d'appeler Faure Gnassingbé président du Conseil des ministres. Ils ont toiletté les autres. Quand vous remontez les autres articles, vous allez voir que quelque part, ils ont dit PC. Et en bas, ils ont dit PCM. Oui. Vous ne pouvez pas jouer autant avec le destin d'un pays, avec la vie d'un pays, en modifiant les textes dans la précipitation, sans savoir réellement les conséquences, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le pays. Et donc, il s'est entêté, il a fait son passage en force en distribuant de l'argent aux députés. Nous savons tout ce qui s'est passé au Parlement, il y a des langues qui se sont déliées. Et aujourd'hui, le pays est dans une impasse totale. Et donc, l'Église qui observe, qui entend, qui est en train de toucher du doigt les réalités, a trouvé nécessaire de refaire une nouvelle sortie dont le ton est de plus en plus grave. Parce que moi, c'est la première fois que je lis une sortie de l'Église catholique où les mots sont bien choisis.
pour décrire la situation que vit actuellement notre pays et les lendemains incertains vers lesquels nous sommes en train d'aller. Et donc, moi je salue cette sortie de l'Église catholique. Oui. Et ma préoccupation, c'est de poser la question de savoir si ça va s'arrêter là. Parce que pour moi, il ne s'agit pas seulement de faire une sortie. Il faut que l'Église, avec l'influence qu'elle dispose, demande à voir M. Faure Gnassingbé pour lui parler de vive voix. Je sais qu'en 2024, ils ont voulu le rencontrer, il n'a pas accepté. Quand il veut faire ces choses-là, comme il pense que, bon, il est un roi dont on ne doit pas critiquer les actes, parce qu'en réalité, Faure Gnassingbé se comporte au Togo comme le roi Louis XIV et ses Marie-Antoinette. Ses femmes sont ses Marie-Antoinette et nous les entretenons. Et donc, on ne doit pas le critiquer. Et donc, il faut que l'Église essaye d'aller plus loin que cette déclaration-là, en demandant de le rencontrer pour lui poser carrément leurs inquiétudes par rapport à la situation délétère dans laquelle vit aujourd'hui le Togo. Donc, moi, je pense que c'est une sortie qui a salué. Cette sortie vient renforcer la démarche de tous ceux qui, depuis longtemps, disaient que ce projet de nouvelle constitution était une aventure et ce projet ne va pas conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Bon, alors, est-ce que il sera entendu? Parce que quand on prend le cas de certains pays, les évêques ont droit de citer, on les écoute. Si on prend le cas du Bénin, par exemple, avant la conférence nationale, ce que les évêques ont fait, c'était du lourd. Et ça a abouti à la conférence nationale. Oui. Oui, et votre question est pertinente. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui, sauf ceux qui font preuve de mauvaise foi, que notre pays est dans une situation assez délétère. Et on risque d'aller vers des lendemains incertains parce que, comme les évêques ont eu à le dire, la situation économique du pays, la situation sociale du pays, la vie des Togolais, tout devient intenable dans le pays. Tout à fait. Et les Togolais aujourd'hui sont devenus des gens sous pression. Les gens n'arrivent plus à tenir. C'est comme on dit souvent qu'on est au bord de la rupture. Et donc, l'Église qui entend les gens, qui rencontre les gens à la messe, qui écoute les populations, et ils sont indiqués pour savoir que le pays court un grand danger. Ils l'ont dit dans leur test. Ils ont même... Oui, justement, Ferdinand, il dit ceci, une conviction nous habite. Ouais. Le pays court un risque en couvant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Justement, ils ont tout dit. Et c'est là où leur message interpelle aussi tous ceux qui sont des chrétiens catholiques qui sont autour de Faure Gnassingbé. D'abord, en commençant par lui-même, ensuite sa propre mère, qui serait une chrétienne dévouée, ses ministres, qui sont des catholiques, ils doivent comprendre de façon subliminale le message que les évêques viennent de sortir et aller dire à leurs champions, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Si nous ne faisons pas attention, nous allons couler ensemble. À un moment donné, il faut écouter les gens. Et je ne suis pas convaincu, je ne suis pas certain que tous ceux qui sont autour de Faure Gnassingbé, tous pris individuels ou de façon collective, ils sont plus intelligents que la majorité des Togolais ou ils sont plus intelligents que les évêques. Donc, moi je pense que il semble que autour de lui-même, ils sont fâchés, comme toujours. Parce que
ils estiment que, bon, ils sont des saints ni-touches, on ne doit pas les critiquer. Je ne sais pas s'ils pensent que, bon, l'Église va venir lui faire différence. Donc, il semble qu'ils sont fâchés. Certains de ses collaborateurs, notamment les femmes, disent oui, comment est-ce que l'Église catholique peut parler comme ça? Et voilà. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent arrêter aussi les prêtres, comme ils arrêtent aussi tous ceux qui donnent un avis contraire à leur gouvernance. Donc, moi, je pense qu'on est dans une dynamique. L'Église a fait sa démarche, a fait sa sortie. Je disais tantôt qu'il faut qu'elle aille plus loin en demandant à rencontrer le monsieur. Et ensuite, il faut que les autres confessions religieuses emboîtent aussi le pas à l'Église catholique. Quand je parle des autres confessions religieuses, je parle des évangéliques, je parle de l'Union musulmane du Togo, qui ne s'est plus prononcé sur la situation du Togo depuis longtemps, avec son fameux président qui est devenu sénateur, comment il s'appelle, Inoussa Bouraïma, qui a privatisé l'Union musulmane du Togo, qui ne se prononce plus sur rien du tout, à part organiser le Hajj. Nous sommes dans la période du Hajj, donc je souhaite un bon pèlerinage aux pèlerins. Les autres confessions aussi, doivent prendre la mesure de la gravité de la situation et ensemble avec l'Église catholique, ils peuvent faire une démarche concertée pour aller voir Faure Gnassingbé. S'ils refusent de les recevoir, parce qu'il est monarque de droit divin, mais il faut qu'il revienne dire au peuple, chers compatriotes, nous avons jugé la situation togolaise très grave, nous avons demandé à voir M. Faure Gnassingbé, il n'a pas voulu nous voir, nous nous prenons un témoin. C'est ça. Il faut quand même que les gens aillent au bout de leur logique. Parce que si jamais le Togo bascule demain, mais il n'y aura plus personne à l'église, il n'y aura plus personne à la mosquée, il n'y aura plus personne dans les temples vaudous. Chacun va prendre un chemin pour aller s'abriter quelque part. Donc, nous n'avons pas intérêt à voir s'installer dans ce pays-là une déflagration qui ne ferait l'affaire de personne. Donc, moi, ce que je pense, il faut que l'Église aille plus loin que cette déclaration-là. Et si Faure Gnassingbé refuse de les recevoir, il revient à l'Église de prendre le peuple à témoin et on aura estimé que nous avons tout fait pour ramener ce monsieur à la raison. Il n'a pas voulu entendre. Si demain, le peuple togolais juge nécessaire de prendre ses responsabilités, il les prendra. Je rappelle que, à l'heure où nous parlons, il s'est ouvert aujourd'hui un dialogue national au Sénégal. Malgré que les Sonko sont arrivés au pouvoir de façon démocratique, je ne sais pas, plus de 100 jours après, ou je ne sais pas combien ils ont déjà fait, il y a quand même quelques petites tensions dans le pays. Ils ont jugé nécessaire de rassembler l'ensemble de la classe politique pour essayer de discuter. Même si l'issue de ce dialogue, on ne peut pas le présager, le fait même que la classe politique s'asseye pour se dire un certain nombre de vérités, c'est déjà un pas. Vous allez voir qu'au Togo, Faure Gnassingbé ne reçoit jamais les couches socio-professionnelles. Il ne reçoit pas la classe politique, il ne reçoit pas les syndicats, il ne reçoit pas les religieux, il ne reçoit pas les opérateurs économiques, il ne reçoit personne. Il est dans son palais et puis il dispose du pays comme bon le semble. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, mon souhait, c'est que l'Église catholique qui vient de sonner le glas puisse entraîner d'autres confessions dans sa démarche et qu'ensemble, ils aillent voir Faure Gnassingbé qui a aujourd'hui l'effectivité du pouvoir pour lui poser les vraies questions. En réalité, s'il était quelqu'un de conscient, il devait quand même écouter les gens. Il devait comprendre que mon père a fait 38 ans au pouvoir. J'ai eu la grâce, même si je mets la grâce entre griffes, de faire 20 ans. Ça n'arrive pas dans la vie de n'importe qui. Cette manière-là, il est temps que j'envisage une sortie pour aller vivre tranquillement avec tout ce que j'ai amassé. S'il demande une garantie au peuple togolais, les Togolais jugeront nécessaire de lui donner une garantie ou pas pour aller se reposer. Donc, moi, je pense que c'est cette démarche-là que l'Église doit continuer par faire. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut saluer cette sortie de l'Église catholique qui a trouvé les mots justes pour décrire la situation alarmante de notre pays. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut jeter la pierre aux évêques parce que hier, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ou bien on pense qu'ils devaient faire plus que ça. C'est déjà un pas, il faut saluer ce pas-là et il faut encourager à aller plus loin.
Oui. Ferdinand, merci. Et je vais te poser une petite question indiscrète. Donc, je vais te demander ton avis. Et nos mamans sont tout pour nous. Elles sont tout pour nous. Quand nous faisons quelque chose qui est bien, nos mamans nous conseillent de continuer dans cette voie. Mais quand nous empruntons un autre chemin, un mauvais chemin, nos mamans nous conseillent. Bien, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que la maman de Ford lui donne des conseils ou bien c'est Ford qui ne prend pas en considération les conseils de sa maman? C'est une question délicate, doyen, mais pour répondre à votre question, je voudrais faire une petite description de la famille Nyasingbe. Vous savez, la famille, ce n'est pas seulement le patronyme, c'est toute une vie commune. C'est une éducation familiale, c'est des valeurs qu'on inculque aux enfants, c'est des principes qu'on transmet aux enfants. Quand vous prenez Nyasingbe Yadema, il a eu certes des enfants, mais il n'avait pas eu fondamentalement une famille. Parce que la plupart de ses enfants ont été éduqués par les mamans. Oui, je le vois bien. Et donc, à part ceux qui sont restés avec lui au camp hérité, qui sont les enfants de sa première épouse, la plupart des enfants de Yadema ont été éduqués par leur maman. Donc, les enfants sont restés dans les familles des femmes qui les ont éduqués à leur manière. Ils voient leur papa peut-être 2 fois, 3 fois en passant, et Ford répète le même schéma. Aujourd'hui, il ne vit avec aucune femme. Tous ses enfants sont chez les femmes. Et donc, quand vous ne vivez pas sur le même toit, ou vous revenez de l'école, votre papa regarde votre cahier. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quelles sont les leçons que tu as reçues aujourd'hui? Tu as fait ton devoir? Qu'est-ce que le maître a dit? Qu'est-ce que l'enseignant a dit? C'est comme ça que nous éduquons nos enfants, n'est-ce pas, doyen? Nous les surveillons de jour en jour. Nous les surveillons chaque jour. Nous regardons dans leur cahier, leurs devoirs. On voit leur habillement. On voit comment ils se comportent. Quand ils nous dissimulent des choses, on arrive à découvrir. On les conseille. Mais quand vous vivez seul et que vos enfants sont dehors et qui sont élevés par vos maîtresses, 2e bureau, 3e bureau, 4e bureau, fondamentalement, ils n'ont pas une éducation complète. Et donc, c'est le jour où le papa meurt, parce qu'on s'appelle tous Nyasingbe, ou on s'appelle tous je ne sais pas quoi, qu'on vient se réunir parce qu'il y a un héritage à partager. Et donc, chacun amène son mauvais caractère et ça va dans tous les sens. Donc, une fois que j'ai fini de faire ce rappel-là, je voudrais dire qu'il semble, ou il se dit, que Ford, il n'écoute que sa mère. C'est ce que les gens disent. Donc, une mère qui a de l'affection pour son enfant et qui a, je sais pas, devait quand même dire à son enfant, écoute mon enfant, il faut quand même mettre un peu de l'eau dans ton vin, il faut desserrer un peu les vis, sauf si l'enfant échappe aussi au contrôle de sa mère, il en fait à sa tête. Ah oui. Et ça, ce sont les faits qui nous disent à qui nous avons affaire. Et voilà ce que moi je peux répondre par rapport à votre question. Merci Ferdinand. Je pense que, souhaitons que Ford puisse écouter le message des évêques pour que tout redevienne. Mais vous savez, doyen, il y a des études qui ont été menées par des psychiatres, des psychanalystes et même des psychologues sur plusieurs dictateurs au monde, des gens qui se sont fait distinguer par une certaine cruauté, une certaine méchanceté. Et quand vous lisez ces livres-là, que ce soit sur les Hitler, les Staline, les Mussolini,
vous allez voir que c'est des gens qui ont eu des parcours atypiques. Oui. Dans leur vie, dans leur enfance, ils ont été confrontés à des problèmes de la société, soit ils traînent des handicaps, ils ont été mis de côté dans la vie, et une fois qu'ils sont devenus, qu'ils ont accédé à des postes de responsabilité, ils pensent prendre une revanche sur la vie et sur les hommes. Et donc, ces documents-là, ces livres-là, il en existe plein, et il faut que les gens lisent ces livres-là pour comprendre la psychologie d'un dictateur, la psychologie de quelqu'un qui est autoritaire, la psychologie de quelqu'un qui gère un pays et qui a un côté extrêmement méchant. Donc, et quand vous lisez ces livres-là, vous allez voir que tous ces personnages-là ont les mêmes traits, et ont les mêmes caractères. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui nous arrive. Mais maintenant, ceux qui connaissent fort depuis son enfance, jusqu'à ce qu'ils deviennent adolescents, c'est à eux de nous dire quel personnage il était, quel était son rapport à la vie, son rapport à son entourage, son rapport avec son père et son rapport avec ses amis. Merci Ferdinand. Bon, maintenant nous allons tomber sur le deuxième thème de notre entretien. Cela concerne